Vous êtes ici au bord de la Méditerranée, à l'entrée de la ville de Marseille, et le soleil est en train de se lever sur la ville. Vous pouvez voir sur la colline qui se trouve au centre de la ville, vous avez une statue qui commence à s'éclairer, à s'illuminer. C'est la statue de la Vierge d'Or, la statue de la Bonne Mère. C'est exactement ici, dans ces eaux que vous voyez là, qu'il y a 2600 ans, un bateau est venu, un bateau qui venait de très loin, qui venait de milliers de kilomètres et qui venait ici pour apporter quelque chose. Et c'est ce bateau qui est à l'origine de la ville de Marseille. Dans ce bateau, il y avait bien sûr des marins, mais il y avait quelque chose de plus que des marins. Il y avait une femme, une prêtresse, qui venait de Éphèse. Je vous parle de tout ceci parce que j'aimerais donner une vidéo sur les origines du tarot de Marseille et sur la structure du tarot de Marseille. Il existe bien sûr beaucoup de vidéos là-dessus, beaucoup de livres là-dessus, mais souvent on nous explique une carte, puis une autre, et finalement on se perd dans une sorte de labyrinthe sans avoir de vision d'ensemble. Et ce que je vais vous donner ici, c'est une vision d'ensemble, de façon à ce que vous puissiez par après regarder d'autres vidéos qui vous donnent le détail des cartes. La légende que l'on utilise habituellement pour fonder, pour interpréter, pour donner une structure au tarot de Marseille, c'est une légende qui vient des Juifs. Et effectivement, on trouve dans le tarot de Marseille beaucoup de références au judaïsme et au christianisme. Mais on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment l'esprit du tarot de Marseille qui vient de là-bas? Parce qu'on voit des formes qui sont effectivement du judéo-christianisme, mais peut-être que l'esprit vient de plus loin. On pourrait aussi se poser la question de savoir si les Juifs sont vraiment les mieux placés pour raconter leur propre histoire. Quelle est-elle leur propre histoire? C'est de prétendre qu'ils viennent d'Égypte, qu'ils se sont enfuis d'Égypte parce qu'ils étaient esclaves et puis qu'ils ont rencontré dans le désert un Dieu qui leur a dit, entre autres choses, d'aller massacrer les Cananéens et de s'y implanter. Je connais une autre histoire sur les Juifs qui raconte qu'effectivement ils ont quitté l'Égypte, mais pas parce qu'ils se sont enfuis de façon héroïque, plutôt parce qu'ils ont été expulsés, parce qu'ils appartenaient à la secte d'Akhénaton, une secte qui divinisait le soleil, qui faisait un monothéisme solaire. Donc je ne pense pas que ici vous soyez intéressé par cette légende qui raconte l'histoire d'un dieu qui dit d'aller massacrer les Palestiniens de l'époque, qui sont les Cananéens. Et c'est pourquoi on va tout de suite rentrer dans l'autre légende, une légende qui fait remonter le tarot non pas au judaïsme, mais à une source plus lointaine et plus universelle encore. Je précise que toute la Bible n'est pas liée au Dieu monothéiste solaire. Il y a bien sûr beaucoup de subtilités, notamment les Juifs sont partis à Babylone et ils en ont retiré toute une réflexion. Nous n'allons pas parler de ça ici, nous allons parler seulement de cette légende que je vous propose pour porter votre inspiration par rapport à la structure du tarot de Marseille. Peut-être dois-je vous dire ce qu'est Marseille à mes yeux. On pourrait le résumer de façon symbolique en voyant ici cette image. Donc vous avez un fort qui a été construit au XVIIe siècle. Par qui? Eh bien par un roi qui habitait à Versailles et qui pensait qu'il était bien de construire un fort
pour contenir un peu les Marseillais, pour surveiller cette population turbulente et rebelle, pour braquer en quelque sorte un fusil sur les Marseillais. Ce roi, c'était bien sûr celui qui se fait appeler le roi Soleil. Et on pourrait peut-être résumer Marseille en une formule en disant que c'est la ville qui déteste les rois Soleil. Les marins voulaient venir en Europe et ils sont allés demander un oracle dans la ville d'Éphèse, qui était la ville liée à la déesse Artémis. Et la prêtresse d'Artémis a consulté sa déesse, ou a consulté quelque chose, je ne sais pas très bien ce qu'elle a consulté, mais ce que la légende dit, c'est qu'elle leur a dit, à eux qui venaient demander un conseil, elle leur a dit « il faut que je parte avec vous » et elle est montée dans le bateau. Elle se trouvait donc dans ce bateau, ici, sur ces mêmes eaux, il y a 2600 ans, pour venir apporter quelque chose à Marseille. Alors certaines personnes disent que Artémis n'a pas quitté Marseille, que Artémis est au cœur de Marseille et qu'elle est au cœur de Marseille de façon très concrète, puisque vous avez ici sur la colline une statue d'une vierge en or et la vierge est liée à Artémis. Artémis, c'est une vierge, alors une vierge qui n'est pas le mot vierge n'est pas à entendre bien sûr dans le sens de l'église catholique, mais plutôt dans le sens d'une vierge, c'est-à-dire d'une femme qui est indépendante des hommes. Vous avez donc, si je puis dire, une vierge en or ici au cœur de Marseille, une reine soleil qui défie les rois soleil. J'ai choisi cette légende, que je n'ai pas inventée, pour éclairer le tarot de Marseille et sa structure. Alors sa structure, comment pourrais-je la décrire en quelques mots? Eh bien je dirais que c'est le déploiement, la mise en œuvre d'une logique qui est anti-roi soleil, d'une logique qui est anti-patriarcale. Avant de vous montrer la structure, je pense qu'il y a certaines personnes qui croiront que j'exagère par rapport à l'esprit de Marseille. Alors j'ai été invité à un meeting et je vais aller récolter quelques phrases là-bas. Je crois que je ne vais pas me tromper, c'est bien indiqué sur le plan. A été donné aux entreprises privées sous forme de cotisation en mois à payer, sous forme d'impôts en mois à payer, avec un vice particulièrement singulier, c'est qu'au bout de quelques années, ils arrêtent d'en donner le bilan. Et on fait comme si c'était une évidence que tel impôt n'existe plus, que telle demande qui était faite au privé, au moment où ils se sont enrichis comme jamais. Ce sont des assistés, des parasites, des bons à rien, qui n'ont plus envie de l'enfer. La Palestine est un sujet européen, car l'Europe est aujourd'hui complice du génocide qui est en cours. La Palestine est un sujet européen, car Israël a été pensé pour répondre à la catastrophe de l'antisémitisme européen, tout en sacrifiant ses mêmes Palestiniens. La Palestine est un sujet européen, car si nous disons humains, nous sommes tous des Palestiniens. C'est un programme. Nous sommes en chemin et vous autres à Marseille, vous y avez apporté votre contribution particulière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en m'élisant pour la première fois député à l'Assemblée nationale, formant ce premier groupe qui depuis a permis, par sa force, son endurance, son engagement. Je suis si heureuse d'être avec vous ce soir, les Marseillais, vous êtes le soleil de la France.
Et si nous revenons à la France, ce sera pour combattre encore. Voici la lutte universelle dans l'air plat de la liberté. À la bataille nous appelle la clameur du déshérité. L'horreur, l'aurore a chassé l'ombre épaisse. Et le monde nouveau se dresse à l'horizon ensanglanté. Voilà, vous avez le jeu qui se présente comme ceci. Alors, dans un premier temps, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a des catégories différentes. Alors, il y a ceux qu'on appelle les arcanes majeurs. Ils sont 21 ou 22. Il y a les mineurs, c'est ceux qui correspondent au jeu de 52 cartes, avec par exemple l'As de un As, un 2, un 3, etc. Donc ça fait d'une certaine manière 5 catégories, puisque vous avez les 4 couleurs et celle-ci. Alors déjà, une fois que les choses sont clarifiées comme ceci, on pourrait dire qu'il y a 2 portes qui s'ouvrent à nous. La première, c'est d'essayer de trouver de l'ordre ici dedans. Et la deuxième, c'est d'essayer de comprendre comment ceci s'articule. Alors, on peut peut-être faire les deux, mais je pense que le plus simple, le plus précieux, c'est quand même d'abord d'y voir clair ici dedans. Alors, là, il y a différentes littératures qui classent tout ça. Et la littérature la plus convaincante que j'ai trouvée, c'est une littérature qui associe ça aux 4 éléments. Donc vous avez le feu, l'air, l'eau et la terre. Et alors les gens se disputent pour attribuer chaque objet ici à un élément. Vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment comme moi, mais bon, moi je fais de la façon qui me semble la plus juste. Donc vous avez... Alors on ne parle pas de hiérarchie, parce qu'il n'y a pas un élément qui est plus haut que l'autre, mais il y a quand même une échelle, si vous voulez, qui passe d'un pôle à l'autre. Donc on a ici le feu, et puis l'air, l'eau, la terre, et
on a 52 cartes et ça correspond en réalité aux 52 notes du piano. Et donc vous avez à l'extrême ici des notes qui sont très vibratoires et très aiguës. Et puis vous descendez le clavier et vous avez ici des notes plus denses. Ici on est du côté de l'énergie vitale. Et puis l'énergie vitale se disperse dans l'air et puis se concentre à nouveau dans l'eau, et puis elle est ici collectée de façon plus dense. Si vous voulez résumer cette façon de voir, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est le Feng Shui. Alors il y a une phrase qui résume ce qu'est le Feng Shui, et David Crowhurst, que j'ai vu dans une vidéo, il disait que si vous comprenez cette phrase-là, en fait vous comprenez la logique des 4 éléments. Donc c'est la phrase qui résume le Feng Shui, je vous la lis. Les classiques disent que le Qi, c'est-à-dire l'énergie vitale, ceci, que le Qi se disperse par le vent, qu'il est arrêté par l'eau. Les anciens, ce sont ceux-ci, les anciens l'ont collecté pour prévenir sa dissipation. Ils l'ont guidé pour assurer sa rétention. Ainsi, ils ont nommé cette méthode Feng Shui, c'est-à-dire vent et eau. Donc vous avez le vent et l'eau qui sont deux opposés. Vous avez ici aussi deux opposés et vous avez comme ça une transmission d'énergie de plus en plus dense, vers des énergies de plus en plus denses et de moins en moins vibratoires. On pourrait aussi associer ça ici au sentiment, ici à la connaissance, ici à l'argent et ici au travail. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense que vous devez à un moment arriver à articuler ces 4 couleurs et à attribuer un domaine à chaque couleur. Alors maintenant, passons aux arcanes dits majeurs et dégrossissons. Donc déjà, ils ont tous un numéro et un nom, sauf 2. Nous avons celui-ci et celui-ci. Celui-là a un nom et il n'a pas de numéro, et celui-là a un numéro mais il n'a pas de nom. La plupart des commentateurs, ils analysent les cartes une à une dans l'ordre, et puis ils arrivent à celle-ci, ils font comme si de rien n'était, et ils poursuivent la série avec les 8 dernières. Mais moi je propose une autre clé, parce que je cherche la solution la plus simple possible, et la clé qui me semble la plus simple, c'est la clé du nombre 13. Alors là aussi, on trouve ça dans la littérature. J'ai noté ici un schéma ici, en 13 cartes. Donc vous avez le chiffre 13. Le chiffre 13, donc c'est la semaine des Mayas, et vous avez des attributions avec les significations de chaque nombre, de 1 à 13, et vous avez en fait 13 c'est 2 fois 6, donc vous avez une symétrie et vous avez le 7 qui est au sommet. Alors vous pouvez voir ça, en fait je pense que tous les commentateurs sont d'accord, ils vont jamais dire que le 9 c'est le couple par exemple. Là, ils sont tous à peu près d'accord. Ils ne vont pas tous dire que 13 est la clé, mais ils vont tous être d'accord sur les 13 premières cartes. La question, c'est alors, que se passe-t-il à partir du 13 ? Alors ma façon de voir, c'est, je pense, la plus simple possible, la plus simple au monde, c'est de dire qu'une fois qu'on a fixé le chiffre 13 et une fois qu'on a les 4 éléments, on a l'essentiel, et cela nous permet de construire une grille de 52 cartes, ces 52 là. Alors parfois on les appelle les mineurs, mais moi disons on pourrait les appeler peut-être les individuels,
les cartes individuelles, alors que toutes les autres sont des cartes générales et des cartes qui concernent des archétypes et des groupes de personnes, alors qu'ici, on a chaque fois des unités. Donc en fait, elles ne sont pas, ces 52 cartes-ci ne sont pas mineures, elles sont en fait les plus précises, elles sont plus précises que ceci, puisque ces cartes-ci, les cartes qu'on appelle majeures, conviennent à plusieurs mineurs. Donc je vais construire devant vous le tableau de 52 cartes. Donc vous avez les 13 jours de la semaine Maya, avec au milieu le 7, et puis 6 et 6. Et vous avez aussi les 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc 13 x 4, 52, et 52, si vous avez des semaines de 7 jours, ça fait le nombre de semaines sur l'année. 52 x 7, ça fait 364. Alors maintenant, il nous reste 8 cartes, et c'est ici que les 8 cartes, en fait, je les insère ici dedans. En réalité, au premier examen, on voit un peu que ces cartes sont différentes parce que les 13 premières, on est quand même plus ou moins dans des personnages de la vie quotidienne. Et puis à partir du 13, il y a vraiment une césure. Le 13 n'a plus de nom. Et puis vous avez des anges, des diables, une maison Dieu, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Vous voyez, vous avez des choses plus célestes. Alors où caser ces cartes-là dans ce tableau? Je pense qu'il ne faut pas rajouter à la liste de 13 et qu'on peut les comprendre telles quelles. Alors, quand on les regarde, moi j'observe qu'on peut les grouper 2 à 2. Bon, c'est assez évident ici, puisque vous avez un ange et un diable, donc c'est deux opposés. Puis vous avez deux ici qui sont un peu moins évidentes. Puis vous avez la lune et le soleil. Ce sont à nouveau deux opposés. Et puis vous avez le jugement, le monde. Et tout ça et d'autres choses me conduisent à placer en fait ces éléments comme ceci. Alors je vais disposer ces 8 cartes de part et d'autre de ces 4 lignes de cartes individuelles. C'est aussi en pensant en termes d'énergie que je sens que tout cela peut coïncider. Alors vous avez ça. Alors l'explication la plus convaincante sur ces 8 cartes-ci, je l'ai vue aussi quand il y avait quelqu'un qui analysait les cartes et qui associait ça à des outils de compagnonnage. Donc les constructeurs de cathédrales, ils avaient des outils et on associe chacune de ces cartes à la construction d'une cathédrale. Et on commence par tracer avec une corde et puis on creuse les fondations, et puis il y a le mur, et puis les sculpteurs, et puis la voûte, et voilà, tout ça je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais ça confirme l'idée que ces 8-là, donc on a quelque chose de différent des 13 ici, et quelque chose qui est à lire comme une échelle. Vous avez 2, puis 2, puis 2, puis 2, on est de plus en plus élevé dans les vibrations, et de moins en moins dense dans l'énergie.
Alors maintenant, si vous avez compté les cartes et que vous savez qu'il y a 78 cartes dans le tarot de Marseille, vous savez que ici il en manque 5. Alors je vais venir à ces 5 là. Les voici. Alors on a d'abord celui-ci. Bon, disons c'est l'équivalent du joker. Et donc pour faire 365 jours dans l'année, et pour rattraper les années bissextiles, vous avez besoin d'un joker. Et donc lui, il est une 53e carte parmi les 52. Mais c'est une carte qui ne rentre pas dans le tableau. C'est une exception. Vous avez aussi un joli parallèle à faire avec les touches du piano. Donc combien y a-t-il de touches blanches? 52. Et si vous montez au-dessus de la touche la plus haute, vous avez encore des sons. Si vous descendez en dessous de la touche la plus basse, vous avez encore des sons. Mais l'oreille humaine ne peut plus les distinguer. Et donc c'est ce qui correspond à cette carte-ci, qui est l'exception par rapport à la règle qui rajoute une carte parmi les 52 qui entrent dans le tableau. Et puis vous avez les 4 valets. Alors cela, je pense que je suis le seul à le faire. C'est discutable, mais bon, pour moi, les 4 valets n'ajoutent rien d'autre. En fait, pour moi, ils permettent simplement d'avoir dans les mains les 12 figures. Parce que ici, vous avez par exemple cette carte-ci qui correspond à ces 6 cartes-là. Cette carte-ci qui correspond à ces 6 cartes ici. Et vous avez le 7 au milieu. Et pour pouvoir avoir tout ça dans une seule main, donc c'est 3 groupes dans chaque famille, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche et ceux qui sont au milieu, il y a ces cartes-là. Et vous avez, alors si vous prenez ces cartes-ci, vous avez 12 cartes qui représentent en fait 12 cartes qui représentent la totalité des groupes. Donc par exemple un roi, il peut être conçu comme un individu comme les autres, mais s'il est vu ici comme une figure majeure, il est à lire en rapport avec le valet et la dame, et alors là il représente non pas un individu, mais ce groupe de 6 individus. Voilà la vision d'ensemble. Donc c'est un clavier de piano, donc il n'y a pas de patriarcat, il n'y a pas de carte plus forte que l'autre, c'est juste une question d'harmonie, on pourrait dire entre le yin et le yang. Le philosophe Héraclite vient d'Éphèse lui aussi. Il écrit des petites phrases, je me suis cherché moi-même. Et il vient d'Éphèse et il a une philosophie très proche du taoïsme. Maintenant, vous avez la vision d'ensemble la plus simple possible et vous pouvez écouter tous les commentateurs sans risque de vous perdre. Voilà, ce n'était qu'une introduction qui pourra, j'espère, vous aider à vous plonger et à vous émerveiller avec ces cartes. Et n'oubliez pas, si vous êtes français, n'oubliez pas que les riches votent, que les racistes votent. Pourquoi n'iriez-vous pas voter vous aussi ?